Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à ces numéros de l'émission Profondeur du droit consacrée aujourd'hui à la détention préventive en droit congolais. Nous passerons en revue aujourd'hui différentes questions qui se posent dans le cadre de la détention préventive en droit congolais. Qu'est-ce que la détention préventive? Comment est-elle organisée en droit congolais? Quand est-ce que on peut estimer qu'une détention préventive, elle est abusive? Quelles sont les règles à respecter pour que la détention préventive se passe dans des très bonnes conditions suivant la loi? Avec notre invité depuis Ottawa, nous allons parler de cette question avec nous, donc Maître Héritier Bahati. Bonsoir. Bonsoir, Madame Zaina. Heureuse de vous recevoir dans le cadre de cette émission Profondeur du droit. Avec vous, donc, nous parlons de la détention préventive en droit congolais. Vous êtes avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. Vous êtes doctorant en droit à l'université d'Ottawa et vous êtes également assistant d'enseignement à l'université de Kinshasa et vous êtes chargé de projet justice au club des amis du droit. Alors, qu'est-ce que la détention préventive d'entrée de jeu, Maître Bahati? La détention préventive, avant vraiment d'en parler, il faudrait d'entrée de jeu que l'on retienne que c'est une notion qui est au centre de la procédure pénale, et je dirais même euh, qui est en plein cœur de la procédure pénale. Et souvent, dans la pratique où les gens ont du mal à bien appréhender, à bien assimiler cette notion de détention préventive. De quoi il s'agit? Il s'agit d'une mesure, une mesure qui est décidée par une autorité judiciaire contre une autorité judiciaire compétente contre une personne présumée innocente d'une infraction dans les seuls objectifs de pouvoir permettre à la justice de bien fonctionner, de bien rassembler les différents éléments de preuve pour que le procès pénal soit conduit. Mais il faut également souligner que cette mesure ne peut être autorisée que lorsqu'il existe des indices sérieux des culpabilités d'une part et d'autre part lorsque l'infraction paraît punissable d'une peine de au moins 6 mois, bien évidemment, dépendamment de la situation, même une peine de moins de 6 mois, je disais au moins 6 mois, mais là je parle d'une peine de moins de 6 mois sans dépasser effectivement 7 jours. Et là, il faut regarder bien évidemment si il y a identité douteuse dans le chef de la personne qui est concernée, ou si l'identité de cette personne n'est pas connue, ou encore si il y a crainte de fuite, et enfin si les raisons de sécurité publique exigent que la personne soit placée en détention. Donc, de manière schématique, c'est une décision judiciaire, elle n'est pas une décision administrative ni politique, une décision qui ne s'éprend pas dans n'importe quelle situation. Il faudrait absolument qu'il y ait une personne présumée de l'infraction et que contre cette personne, qu'il existe bien évidemment des indices sérieux de culpabilité. On ne va pas revenir sur la notion de la culpabilité. Je considère que nous l'avions suffisamment abordé lors de notre émission passée, mais c'est de cette manière qu'on peut appréhender la détention préventive. Ah, d'accord. Et quelles sont les bases légales alors disposant sur cette mesure en République démocratique du Congo? Par rapport aux bases légales, il faut distinguer d'un côté les bases constitutionnelles et de l'autre les bases légales.
Et peut-être on pourrait même rajouter des bases qui proviennent du droit international et en l'occurrence la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples à travers son article 6, mais bien évidemment à travers également la ligne ou les lignes directrices sur les conditions de, de garde à vue et de détention provisoire en Afrique qui ont été adoptées en 2014 en Angola. Mais s'agissant plus particulièrement du droit interne, il y a la Constitution, comme je le disais, donc les dispositions de l'article 17 et de l'article 18, plus particulièrement, et nous avons aussi des bases légales qui découlent du décret du 6 août 1959 portant Code de procédure pénale, qui est comme les droits communs en matière de détention préventive. On peut également aller loin, il y a d'autres lois particulières qui organisent deux détentions préventives, mais de façon aussi particulière, la loi sur la procédure devant la Cour de cassation. Il y a également la loi sur la protection, portant protection de l'enfant, ainsi que le code judiciaire militaire. Donc, le droit commun ou le fondement de la détention préventive, c'est la Constitution, les décrets du 6 août 1959 avec quelques lois particulières, mais à cela, on pourrait bien évidemment ajouter l'article 6 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et avec bien évidemment les lignes directrices adoptées par la Commission de l'Union africaine dans le cadre de mesures exceptionnelles qui portent atteinte à la liberté. Dans quel cas précis une personne peut-elle être placée en détention préventive? Merci, Madame, la question. Je voudrais, avant de répondre à cette question, rappeler que notre législateur a entendu accorder une place très capitale à la détention préventive en y consacrant tout un chapitre. C'est le chapitre 3 du Code de procédure pénale qui comprend 20 articles. C'est parmi l'un des chapitres le plus long en termes de nombre d'articles de ce code. Et donc, dans quelles conditions on doit se porter à l'article 27 du Code de procédure pénale et cette disposition légale prévoit de manière tout à fait claire dans quel cas il faudrait procéder à la détention préventive. Et quand je dis prévoir, ça signifie, je dois les rappeler, qu'une mesure de détention préventive doit être exceptionnelle. La liberté, elle est sacrée. La liberté, elle est les principes. Et donc, première hypothèse, il faudrait que le juge, le magistrat, se retrouve devant une personne contre qui il existe des indices sérieux de culpabilité. J'ai envie de parler de charges suffisantes de croire que cette personne a commis une infraction pour éviter cette notion de culpabilité dont on avait parlé la dernière fois. Et donc, la question est de savoir qu'est-ce qu'on entend par indice sérieux de culpabilité? Quels sont les faits? Quels sont les éléments constitutifs de l'indice sérieux de culpabilité? Il n'y a pas de définition légale et donc là, ça s'apprécie par rapport aux faits devant lesquels les magistrats se trouvent. Mais il doit les apprécier de façon rationnelle, de façon objective pour éviter de tomber dans l'arbitraire. L'autre hypothèse, c'est que l'infraction doit être punissable d'une peine d'au moins 6 mois de servitude pénale, une peine de prison. Ça, dans cette hypothèse,
le ministère public, le magistrat, le juge, peut décider de la mise en détention préventive de manière exceptionnelle toujours. Par ailleurs, il se pourrait que l'on soit en présence d'une infraction dont le taux de la peine est inférieur à 6 mois. Mais, bien évidemment, et dans ces cas, si le taux de la peine est inférieur à 6 mois, mais au moins 7 jours, parce que en dessous des 7 jours, on ne peut pas procéder à la mise en détention préventive. Et dans cette hypothèse, madame, on doit faire appel à l'identité de la personne. Est-ce que l'identité de la personne est douteuse ou elle est inconnue? Est-ce qu'il y a crainte des fuites? Pourquoi on doit analyser cela? C'est parce que le juge ou le magistrat qui est saisi doit mener son instruction jusqu'à la fin. Il doit continuer à faire des enquêtes. Et s'il estime que la personne peut se volatiliser, ce qui est d'ailleurs l'hypothèse la plus probable, parce que personne n'accepterait de rester sous les yeux de la justice. Et donc, le magistrat, s'il estime bien évidemment qu'il y a crainte de fuite, il y a identité douteuse, il y a identité inconnue, ou encore il y a l'intérêt de la sécurité publique qui est en jeu. En ce moment-là, le magistrat peut, même s'il se retrouve devant une infraction de moins de 6 mois, mais de pas moins de 7 jours, pour que ça soit clair, il peut placer la personne en détention. Une précision, madame, par rapport à ces éléments. Quand est-ce qu'on peut dire qu'il y a identité douteuse? Ou quand est-ce qu'on peut dire qu'il y a crainte de fuite? Si je suis responsable, je suis par exemple avocat, j'ai une famille, j'ai une adresse, on ne peut pas me mettre en détention, me placer en détention préventive parce que je vais être là, je vais répondre à toutes les invitations qui me seront adressées par la justice. Et donc là, même si le magistrat doit apprécier, mais il y a quand même lieu de mentionner que les avocats qui représentent la personne présumée auteur de l'infraction peuvent quand même démontrer que oui, notre client, bien évidemment, est un responsable, est un père de famille, il ne peut pas prendre la poudre d'escampette, il va répondre aux invitations de la justice et donc il n'y a pas des raisons de craindre sa fuite. Mais le plus souvent, le magistrat invoque l'intérêt de la sécurité publique aussi. C'est important. Imaginez-vous si une personne se retrouve dans une situation où entre la garder en détention et la laisser en liberté, sa vie, sa sécurité en dépend. Donc le magistrat peut aussi, pour des raisons de sécurité, pour des raisons aussi d'une bonne administration de la justice, placer la personne en détention préventive. Pour conclure, et c'est très important d'insister, on ne peut placer une personne en détention préventive que lorsque les magistrats estiment que les conditions que la loi impose, parce que la loi protège la liberté, sans la liberté de mouvement, d'aller et de revenir, on ne peut rien faire, madame. Si vous ne pouvez pas vous déplacer de votre maison pour aller au marché, pour faire quoi que ce soit, vous ne pouvez rien faire. Donc, si on n'est pas libre de ces mouvements, on ne peut pas, à mon sens, être libre même dans sa pensée, on ne peut pas être libre dans sa réflexion et donc on est cantonné. C'est pourquoi il faudrait insister que cette mesure doit rester exceptionnelle. Mais dans la pratique, donc c'est l'autorité habilitée à placer une personne en détention préventive, eh bien le magistrat. Oui, quand on parle en droit congolais de magistrat, magistrat, il y en a de deux catégories. Il y a le magistrat debout, qu'on appelle encore le ministère public ou l'organe du parquet.
Mhm. et le magistrat assis qu'on appelle juge ou magistrat du siège. Et, Mhm. et quand on parle de la détention préventive au sens strict, seul le magistrat assis, donc le juge, est habilité à prendre cette mesure exceptionnelle. Par contre, le magistrat debout peut aussi placer quelqu'un, peut aussi restreindre la liberté d'une personne. Je pourrais même dire, Dans le cadre de la détention préventive ou bien dans le cadre d'autres mesures restrictives de liberté? bien évidemment, c'est dans le cadre d'autres mesures, pas de la Mhm. détention préventive. En l'occurrence, l'arrestation provisoire, donc qui a un autre régime, donc on peut parler de ça après. Mais ici, la détention préventive, elle est l'œuvre du juge. La loi d'ailleurs précise qu'il s'agit du juge du tribunal des paix, et là où les juges du tribunal, là où il n'existait pas de tribunal des paix, ça serait le juge du tribunal de grande instance, mais siégeant en chambre du conseil. Et la chambre du conseil, c'est cette chambre qui ne s'occupe que normalement de la liberté, la détention préventive et éventuellement, en cas de demande de mise en liberté provisoire, c'est cette même chambre qui va s'en occuper et siège à huis clos. C'est très important de les mentionner. Et Maître Bahati, tout à l'heure, vous avez parlé du cas, quand on place une personne en détention préventive, dans le cas où on connaît là où habite la personne, on sait que, par exemple, vous avez donné l'exemple d'un avocat, on connaît là où il n'y a pas de crainte sérieuse que la personne puisse fuir. Donc, il n'y a pas de raison pour placer en détention préventive. Mais dans la pratique, on voit qu'il y a d'autres critères qui entrent en jeu, on se demande, et même ce qui est de l'autorité, hein, qui est habilité à placer une personne en détention préventive, on dirait qu'il y a un peu un flou quand même à ce niveau-là. Les éléments que j'ai mentionnés, donc identité inconnue ou douteuse de l'inculpé, la crainte de fuite, il y a un autre élément qui me paraît un élément fourre-tout, un élément qui n'est pas très bien défini. C'est la notion de l'intérêt de la sécurité publique. Oui, En oui. raison de circonstances graves et exceptionnelles. C'est ce que dit la loi. Ouais, on s'y appuie souvent d'ailleurs. Ça, c'est Effectivement, vraiment une mention. dans la plupart des situations, cet élément joue beaucoup. Alors, je suis curieux peut-être de lire, il y a le professeur Louzoulou, dont la thèse de doctorat a porté sur la détention préventive en droit zaïrois à l'époque, qui a quand même à cette époque-là fait une étude pour savoir euh, les gens ou les personnes qui sont placées en détention préventive, quelles sont, Oui. quelles sont les raisons qui sont les raisons subjectives, bien évidemment, les raisons factuelles qui sont avancées par le magistrat, par le juge qui le place en détention préventive. Et il a fait quand même des statistiques très intéressantes. Et aujourd'hui, une, une étude d'actualisation serait très intéressante pour savoir, par exemple, quand le juge place une personne en détention préventive en raison des circonstances graves et exceptionnelles liées à la sécurité publique, il avance quel raisonnement, il donne quel fait, comment il motive, comment il explique ces circonstances graves et exceptionnelles. Ça pourrait nous permettre d'avoir quand même une idée, d'avoir quand même une notion, de se dire, OK, donc quand le juge, dans la pratique, invoque des raisons graves et exceptionnelles, il se fonde généralement, lorsqu'il s'agit d'un homme politique, par exemple, c'est un procès dans lequel un homme politique est mis en cause, quelles sont ces circonstances-là? Si c'est en matière d'enfants en conflit avec la loi, quelles sont ces circonstances, par exemple? Donc, ça pourrait aider euh, euh, dans la clarification de cette notion. Mais en général, c'est vraiment une notion qui intervient beaucoup en matière de détention préventive.
Et quelle est la durée légale de la détention préventive, hein? Parce que deux fois, on voit, ça va de jour en jour, c'est augmenté, c'est augmenté. La durée légale, c'est laquelle pour une détention préventive? Et de la détention préventive est fixée à l'article, est organisée plutôt par l'article 30 du Code de procédure pénale. Et il faut le préciser, c'est une Mhm. durée qui est très bien encadrée et qui ne doit pas souffrir d'un quelconque dépassement injustifié. Les premiers délais, c'est les délais de 15 jours. Donc, lorsque la personne a été placée sous mandat d'arrêt provisoire et que le magistrat du ministère public estime qu'il n'a pas encore fini l'instruction préparatoire, il peut présenter l'inculpé devant le juge des détentions préventives siégeant en chambre du conseil et ce juge s'il estime nécessaire, il va prendre la première ordonnance qu'on appelle ordonnance d'autorisation de mise en détention préventive qui est d'une durée de 15 jours. Donc, la détention préventive est de 15 jours. Mais ces délais commencent à courir Oui. quand? Ces délais commencent à courir du moment où la décision, à partir du moment où l'ordonnance ou la décision de mise en détention préventive est prise. À l'expiration de ces délais des 15 jours, si le juge, ça j'ai dit 15 jours c'est les premiers délais, mais à l'expiration de ces 15 jours, si les magistrats du ministère public estiment qu'il a encore besoin du temps, rappelez-vous, pour poursuivre une personne en justice, cela nécessite beaucoup de travail. Ça nécessite du sérieux dans la recherche des éléments constitutifs de l'infraction, dans la recherche des éléments des preuves. Si, dans le délai de 15 jours, disais-je, les magistrats estiment qu'il n'a pas fini, c'est pourquoi il avait demandé la mise en détention préventive, il peut retourner devant le juge compétent, siégeant en chambre du conseil, le juge des détentions, pour lui demander cette fois-ci la confirmation de cette ordonnance de mise en détention préventive. Et la confirmation, elle est de 1 mois. Donc, on quitte 15 jours pour une prorogation de 1 mois et aussi longtemps que l'intérêt, c'est ce que la loi dit, aussi longtemps que l'intérêt l'exige, le ministère public ou le magistrat peut toujours revenir pour demander la prorogation. Attention, attention, il y a quand même une précision, une précision à donner. La loi dit aussi longtemps. Donc, dans la logique législateur, 15 jours après 1 mois. Mais c'est pas de manière infinie, en fait. Le législateur a quand même limité en disant que la prorogation de la détention préventive ne peut pas se faire plus d'une fois lorsque l'infraction est punissable d'une peine supérieure à 2 mois d'emprisonnement ou des travaux forcés. Donc là, c'est une seule fois qu'on proroge. Donc, après 15 jours, confirmation, la prorogation, 1 mois, ça sera l'unique prorogation lorsque l'infraction est punissable de euh, d'une peine supérieure à 2 mois, n'est pas pénible d'une peine supérieure, donc inférieure à 2 mois, ou de travaux forcés. 3 prorogations consécutives. Ici, il s'agit de l'infraction dont le taux de la peine est, est égal ou supérieur à 6 mois d'emprisonnement. Donc là, on accepte la prorogation, mais pour 3 fois. Mais à l'expiration, si on a obtenu 3 prorogations, le juge ne peut plus proroger la détention préventive. Il arrête de siéger comme juge de chambre de conseil, donc il ne va plus siéger de cette manière, et ça devient
il faut présenter les détenus, il faut présenter les détenus devant le juge compétent qui statue cette fois-ci en audience publique. Donc, pour schématiser, il y a la durée des 15 jours et à l'expiration de ces délais des 15 jours, on retourne, on entre dans les délais de 30 jours et à l'expiration de ces délais des 30 jours, attention, on commence à regarder les taux de la peine. Si on est dans l'hypothèse où les taux de la peine ne dépassent pas 2 mois d'emprisonnement ou de servitude pénale, là, la prorogation ne peut se concevoir qu'une seule fois. Mais par contre, si on est dans l'hypothèse où le taux de la peine est égal ou supérieur à 6 mois d'emprisonnement, en ce moment-là, on ne peut pas dépasser 3 prorogations, donc 3 fois. Et dans l'hypothèse où on est, si on a toujours besoin de la détention préventive, en ce moment-là, la loi dit qu'il va falloir présenter les détenus devant le juge compétent. Le juge. Mais dans la pratique, c'est pas toujours ce qu'on voit. Il y a beaucoup de gens qui sont après une détention, donc, qui sont en prison même, n'ont jamais été présentés devant le juge. On ne sait pas dans quel cas ils se trouvent exactement. Donc il y a beaucoup quand même de choses à revoir et beaucoup d'abus dans le cadre de la détention préventive en République du Congo. Oui, dans la pratique, il y a vraiment beaucoup d'abus, mais ces abus parfois sont encouragés ou sont consolidés par le manque d'information. Voilà, il y a une émission comme celle-ci, c'est bien, pour permettre aux justiciables de savoir que la mesure de détention préventive, elle est exceptionnelle et en aucune façon elle ne peut être prise sans qu'elle ne soit conforme aux exigences légales et constitutionnelles. Et donc, si les gens ou les justiciables sont suffisamment informés, ça permet quand même aussi de limiter les abus. Et en dehors de cela, en droit congolais, on n'a pas un juge de détention, un juge de liberté. C'est aussi une question qui se pose. Il serait très intéressant, le professeur Luzolo Bambilesa les dit souvent, il serait intéressant d'avoir un juge spécialisé en liberté. La liberté est très fondamentale. Vous voyez, je vous ai dit que la Constitution consacre cette liberté, proclame son caractère inviolable et le Code de procédure pénale revient là-dessus. Donc, c'est très important que nous puissions avoir, dans le cas des réformes à venir, un juge spécialisé en liberté, un juge qui n'est là que pour siéger en tant que juge de liberté et des mises en détention préventives comme sous d'autres cieux. C'est très, très important. Chez nous, c'est le juge ordinaire qui joue ce rôle. Alors que si on a un juge spécialisé qui n'a que ça comme travail, ça serait, ça aiderait à les choses à aller mieux. Oui. Oui, et que pensez-vous, Maître Bahati, de la présomption d'innocence qui est consacrée en droit congolais, l'incidence? Vous ne pensez pas que la détention préventive énerve un peu le principe de la présomption d'innocence consacrée en droit congolais? Déjà, quand on parle de la détention préventive, en tant que mesure exceptionnelle, ça signifie que ça ne vient que pour des raisons liées à la bonne administration de la justice, pour des raisons liées à la bonne conduite de l'instruction. Et donc, c'est pour permettre, c'est peut-être avantageux aussi, pour que la personne qui est poursuivie puisse bénéficier du temps nécessaire pouvant permettre à la justice, au juge ou au magistrat de rassembler tous les éléments. Et ici, quand on dit
la détention préventive, c'est généralement quand c'est l'instruction préparatoire, c'est les ministères publics qui demandent, mais ils les demandent pour continuer à chercher les éléments. Et quand ils cherchent les éléments, la personne quand même mais la personne est encore présumée innocente, donc mais placée quand même en détention. oui, on pourrait dire que placer la personne en détention, c'est comme si on considérait d'emblée la personne comme coupable, mais je pense vraiment pas parce que dans la philosophie de la procédure pénale, c'est que la procédure protège et l'accusé et la victime. D'ailleurs, la procédure protège plus l'accusé. Et vous voyez que ce que je disais, le magistrat du parquet, en gardant la personne, ça peut aussi être, non, disons le juge, en plaçant la personne en détention préventive, ça peut aussi être lié à des raisons des protections de cette personne. Ça peut aussi être lié. Vous avez déjà remarqué, par exemple, en cas d'un accident grave sur la route et que le chauffeur cherche à fuir, il trouve refuge où? C'est à la police, c'est au parquet. En fait, parfois, ça protège aussi l'accusé contre les vindictes populaires parce que la masse est irréfléchie. En cas d'une infraction, la masse peut se rabattre sur l'auteur de cette infraction et faire tout ce qu'elle peut faire. Et donc, c'est pour dire que la détention peut aussi, dans une certaine mesure, être profitable à l'auteur présumé de l'infraction. Merci beaucoup, Maître Bahati, pour votre intervention sur cette question importante de la détention préventive en droit congolais. Je vous remercie. Vous intervenez donc depuis Ottawa, au Canada. Maître Bahati est avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. Il est doctorant en droit à l'université de Ottawa. Il est assistant d'enseignement à l'université de Kinshasa et chargé de projet justice au club des Amis du droit du Congo. Nous vous remercions, madame et messieurs, d'avoir suivi cette émission. Nous vous fixons rendez-vous pour un autre numéro de votre émission Profondeur du droit sur votre chaîne du One TV. Au revoir et à la prochaine.